Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en ce jeudi 24 avril. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, on sera avec Guillaume Roquette. Comme chaque jeudi, on évoquera le rôle politique du pape François. On partira à Rome rejoindre Timothée Delem, notre envoyé spécial du Figaro. Il nous dira comment la ville éternelle se prépare aux obsèques du pape qui se dérouleront samedi matin. Le père Charles Bonin sera également à mes côtés tout à l'heure pour évoquer la personnalité du pape François. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, a démarré le nouveau procès d'Harvey Weinstein, l'ex-roi du cinéma. Margot d'Adémar est l'envoyée spéciale du Figaro. Elle nous racontera les premiers jours et les enjeux de ce procès. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. On part directement retrouver à Rome Timothée Delem, qui est l'envoyé spécial du Figaro. Timothée, on est à J-2 des funérailles du pape François. Comment Rome se prépare à cet événement ? Bonjour Anne-Manuel, bonjour à tous. J-2 effectivement, et c'est une cérémonie hors norme qui se prépare ici au Vatican, comme vous l'imaginez. 170 délégations étrangères sont attendues samedi matin, près de 200 000 fidèles. Ce sont en tout cas les chiffres communiqués par le Saint-Siège. Ce qui est certain, c'est que des dizaines de chefs d'État, chefs de gouvernement, des têtes couronnées également ont d'ores et déjà annoncé leur présence. Ce sera le cas du président américain Donald Trump, qui sera accompagné de son épouse Melania. Il y aura également le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la présidente de la Commission européenne, également Ursula von der Leyen. Le prince William représentera le roi Charles III. Et puis côté français, bien évidemment, Emmanuel Macron a annoncé sa présence dès mardi. Il sera accompagné du ministre de l'Intérieur et des Cultes Bruno Retailleau, ainsi que du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Ici, beaucoup de fidèles, vous les voyez d'ailleurs derrière moi, ils font la queue pour pouvoir accéder à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre où le corps du pape François est exposé aux fidèles. Les accès sont évidemment extrêmement sécurisé ici, lourd dispositif de sécurité. Un premier filtrage sur la Via della Conciliazione, vous savez, c'est cette grande avenue qui mène ici sur la place Saint-Pierre, et puis un deuxième filtrage notamment du matériel ici au niveau de la place Saint-Pierre. Sachez que samedi, eh bien, ce seront 2000 policiers qui seront déployés tout autour de la place Saint-Pierre, des policiers des autorités italiennes. Il y aura également 400 agents de la circulation pour aider à la gestion des convois diplomatiques, sans oublier bien évidemment les gardes suisses, 135 gardes suisses que vous reconnaissez à leur uniforme très significatif. Merci Timothée Delem. On se retrouve tout à l'heure dans l'émission. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Emmanuel. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Figaro Magazine qui bien évidemment consacre sa une au pape François à travers un très beau portfolio. On va voir cette une du Figaro Magazine. Vous avez choisi plusieurs photos. Guillaume, je vous ai demandé de revenir sur une des photos qui vous semble une image du pape. Vous avez choisi une image qu'on va voir tout de suite à l'écran, c'est celle-ci, la célébration du pape François d'une messe, hein, c'est ça, en 98. Absolument, c'est une messe qui se déroule dans un bidonville de Buenos Aires. Et alors, ça vous aura sans doute pas échappé, ce n'est pas encore une photo du pape François, c'est encore une photo de l'archevêque primat d'Argentine, l'archevêque de Buenos Aires, Monseigneur Bergoglio. Donc, c'était avant son élection en tant que pape. Et si j'ai choisi cette photo, d'ailleurs on peut choisir les deux, parce qu'effectivement celle du dessous dans cette page, c'est le même archevêque se déplaçant dans le métro. C'est pour montrer que cette préférence pour les pauvres, elle est historique chez le pape François. Elle ne date pas de son élection au trône de Pierre. Et simplement la différence, c'est que lorsque le pape François était archevêque, il s'occupait des pauvres de son diocèse. Et quand il est devenu pape, il s'est occupé des pauvres du monde entier et donc des migrants
du monde entier. Et c'est un des sujets sur lequel on reviendra quand on fera, c'est encore un peu tôt, mais le bilan du pape François, c'est-à-dire que cet homme a eu cette préférence pour les pauvres, et donc c'était vraiment le pape des migrants. Il le disait, il le répétait. On se souvient que sa première visite en tant que pape était pour un centre de migrants dans une île italienne. Et le sujet, c'est ça, c'est-à-dire en devenant pape, il n'a pas pris, en quelque sorte, il n'a pas pris en compte les problèmes de diplomatie, les problèmes politiques, entre guillemets, et ça lui a valu beaucoup d'opposition, parce que certains ont dit, il s'occupait des pauvres de son diocèse, c'est normal. Quand il dit, il faut accueillir inconditionnellement les migrants, il ne prend pas en compte les difficultés d'accueil des migrants, en particulier en Europe. Est-ce que vous diriez que ce pape a eu un rôle historique? Est-ce qu'il va laisser une trace tel un Jean-Paul II, ou c'est encore un peu trop tôt, ou peut-être que ce n'est pas le cas pour ce pape-là? Alors, un rôle historique, sans doute, mais je dirais un rôle personnel. C'est-à-dire que ce n'était pas un pape politique dans la mesure où il n'avait pas grand-chose à faire des réalités géopolitiques, par exemple des liens avec les États. L'exemple le plus caractéristique, c'est aussi celui qui nous touche le plus, c'est qu'il n'est jamais venu en voyage officiel en France. Il disait d'ailleurs, je ne viens pas en France, je viens à Marseille, je viens en Corse. Alors même si à Marseille, il a dit bonjour Marseille, bonjour la France, mais c'est vrai, ce n'était pas des visites d'État, vous avez raison. Ce n'était pas une visite d'État, parce que, en fait, il considérait que ces pays européens, c'était un petit peu le passé. Et évidemment, il y a un contraste spectaculaire avec cette interpellation qui avait été celle de Jean-Paul II lors d'un de ses voyages en France, parce que lui, il est venu à plusieurs reprises en disant « France, fille aînée de l'Église ». François avait absolument pas cette conception-là. Cette considération, c'est ça, il manquait de considération vis-à-vis de la France, où c'est une vision totalement différente, c'est-à-dire il regarde les autres pays et considère peut-être la France, les pays européens comme peut-être des enfants gâtés, c'est ça? Alors je pense qu'il les voit d'abord comme étant peut-être le passé du catholicisme. C'est évidemment le premier pape non européen à être monté sur le trône de Pierre, et donc je pense que ça le marquait profondément. Et puis il y avait aussi ce refus d'être un chef d'État. Il considérait qu'il était un chef spirituel. D'ailleurs, il accordait beaucoup d'importance aux relations avec les autres religions. Ce qui fait d'ailleurs qu'au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ça a un peu parasité, entre guillemets, la compréhension qu'on pouvait avoir de la position du Saint-Siège, parce que François était tellement attaché au lien avec les orthodoxes russes que il donnait le sentiment de ne pas condamner vraiment Moscou pour cette agression. Il a fini par le faire, mais il a mis du temps avant de parler d'invasion. Donc on voit bien qu'il n'était pas à l'aise, en fait, dans ce registre des relations politiques, des relations interétatiques. C'était plutôt le pape des personnes que le pape des États. Si on revient sur la France a cette particularité du principe de laïcité. Est-ce que le pape François comprenait ce principe de la laïcité qui régit en partie la France, qui est actuellement... Oui, absolument, qui est la règle de la République. Non, il ne le comprenait pas, et plus exactement, il l'a déploré. Dans un livre qui date de 2017, qui est un livre d'entretien avec notre confrère Dominique Volton, il explique d'ailleurs qu'il trouve cette laïcité beaucoup trop rigide. Il dit la religion a toute sa place dans la vie publique, et il n'est pas normal que les États essayent de la cantonner dans la sphère privée. Et il ne disait pas seulement ça pour le catholicisme, parce que il regrettait aussi que, par exemple, il y ait eu en France une réglementation sur le voile. Le livre est écrit après que le voile ait été interdit dans les établissements scolaires, et ça, le pape François ne le comprenait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faisait pas une hiérarchie. Il ne disait pas il faut donner plus de place et plus de visibilité au christianisme parce que c'est la religion historique de l'Occident et de l'Europe. Non, il mettait au même niveau l'islam et le catholicisme. Et ça encore, c'était sa signature. Un pape François qui a rencontré les deux présidents François Hollande et Emmanuel Macron. Quelle relation il a entretenue avec ces deux présidents ?
Alors, avec François Hollande, la relation était bonne. Il y avait un vrai lien entre les deux personnes. Avec Emmanuel Macron, c'était plus compliqué. On sait à quel point Emmanuel Macron aime tisser un lien personnel, presque physique, avec ses interlocuteurs. Le pape François était, je pense, un peu réticent, et surtout, il voyait le contraste entre les belles paroles du président de la République sur le catholicisme. On se souvient peut-être du discours d'Emmanuel Macron Bernardin en disant nous devons écouter davantage la voix des catholiques, et en même temps une politique qui, depuis le début de son premier quinquennat, est totalement en rupture avec les préconisations du pape. On sait que le pape François a pris par exemple des positions très fortes sur l'avortement, que le pape n'hésitait pas à appeler homicide. Vous savez qu'en France, l'avortement et le droit à l'avortement a été mis dans la Constitution, ce qui est une façon de le solenniser. De la même façon, la France s'apprête à légiférer sur la fin de vie en autorisant l'euthanasie et le suicide assisté. Et ça, c'est quelque chose qui ne convient pas du tout, qui est totalement contraire à la doctrine de l'Église catholique. Donc, cette espèce un peu de double langage d'Emmanuel Macron, ça n'avait pas échappé au pape François. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'il ne voulait pas venir davantage en France, de manière officielle? Je ne sais pas, mais évidemment, tout le monde se souvient que Emmanuel Macron avait invité François à la réouverture de Notre-Dame, et que celui-ci n'avait pas donné suite. Oui, il ne voulait peut-être sans doute pas être, instrumentalisé, entre guillemets, c'est ça, ou c'est toujours peut-être cette dimension des pays européens, finalement, auxquels il tournait un peu le dos, les considérant comme du passé. Peut-être est-ce à cause il y a peut-être plus de fidèles, de croyants, c'est ça, désormais, dans les pays du Sud, et une foi catholique un peu en perdition du côté des pays européens? C'est vrai, mais dans ces cas-là, on pourrait imaginer que raison de plus pour être présent, pour essayer de ranimer un peu la flamme. Alors, c'est vrai qu'il y a des précédents malheureux de papes venant à Notre-Dame. On se souvient du pape, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui était venu pour le couronnement de Napoléon, et l'empereur trouvait qu'il ne se donnait pas assez de mal, et donc il l'avait quasiment séquestré pendant quelques temps pour qu'il devienne un peu plus accommodant. Mais c'est surtout, je pense que il y avait un très grand nombre de chefs d'État qui étaient présents à Notre-Dame, à commencer par Donald Trump. Et là encore, le pape François, qui est un pape de la foi, un pape des personnes, ne voulait pas être au milieu, entre guillemets, de tous ces chefs d'État. Il ne souhaitait pas entrer dans ce jeu diplomatique. Vous évoquiez tout à l'heure la dimension civilisationnelle du christianisme en Europe. C'est quelque chose qui ne touchait pas le pape François, c'est ça? Non, alors effectivement, on a le sentiment que ça ne le touchait pas, dans la mesure où pour lui, et je pense il a raison d'un point de vue théologique, le christianisme, c'est d'abord l'adhésion personnelle à la figure du Christ et au message évangélique. Et donc cet aspect culturel, cet aspect, disons pour employer un mot polémique, identitaire, ça lui était totalement indifférent. C'était un des points d'opposition avec des hommes comme le cardinal Sarah, par exemple, qui considérait que l'Europe était chrétienne parce que c'était la civilisation, c'était la culture, c'était l'histoire chrétienne qui avait façonné l'Europe. Et on se souvient d'un discours en ce sens de Benoît XVI au moment de l'inauguration des Bernardins, ce centre de formation catholique à Paris, qui était sur le pape Benoît XVI a fait un discours admirable sur le monachisme et l'importance du mouvement des monastères, des abbayes dans la structuration de la France et de l'Europe. Voilà. On n'aurait pas imaginé le pape François tenir de tels propos. Tout au long de son pontificat, c'est un pape qui a multiplié les gestes et paroles vis-à-vis de l'islam. Une démarche, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui n'a pas fait l'unanimité côté occidental. Alors effectivement, par exemple sur l'accueil des migrants, le pape François recevait assez mal cette idée qu'il faille, entre guillemets, se défendre contre contre l'islamisme, contre l'islam politique, contre la volonté de l'islam de s'imposer comme étant une puissance organisant
le monde public comme l'avait été le catholicisme depuis longtemps. Et encore une fois, on ne peut pas lui reprocher un manque de cohérence, puisque pour lui, et il avait raison, c'était pas les musulmans qui ont vidé les églises, c'est l'absence de foi des Européens, et c'est la déchristianisation que lui voulait combattre par le cœur et par la foi, plus que par un bras de fer avec d'autres religions comme l'islam. Alors quel pape pour la suite, Guillaume Roquette, vous écrivez dans votre édito du Figaro Magazine à paraître ce vendredi que le prochain devra écouter les jeunes. Oui, parce que je me suis fondé sur une étude faite par nos confrères de la Croix qui ont interrogé 1 millier de jeunes parmi ces 15 000 qui vont être baptisés cette année, ces adolescents, ces adultes. Vous savez que c'est un motif d'espérance pour les chrétiens parce qu'ils sont en augmentation notable par rapport à l'année précédente. Et on sent un besoin spirituel très fort de ces jeunes. On sent aussi un besoin d'avoir une église catholique qui ne soit pas dans l'enfouissement, qui ne soit pas... Qu'est-ce que c'est l'enfouissement? L'enfouissement, c'est une thèse qui date d'après Vatican II. Et l'idée de l'Église, c'était de se dire, faut qu'on nous voit le moins possible, comme ça on sera plus attirant. Alors évidemment... Donc c'est revenir à plus de cérémonial, plus de sacré, de sacralisation, c'est ça? Exactement, c'est venir à plus de sacralité, c'est venir à plus de visibilité aussi. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que le pape François pouvait comprendre, parce que quand il était venu en Corse, c'était son dernier voyage hors d'Italie, en décembre dernier. Il avait insisté sur la piété populaire, sur les processions, sur toutes ces manifestations qu'on voit par exemple en Espagne au moment de la Semaine Sainte. Et l'Église, parfois, a tendance à considérer que tout ça est un peu vieillot et que c'est un peu trop folklorique peut-être. Voilà, peut-être un peu folklorique, ou que ça peut tourner à une forme de superstition. Et en fait, alors ces jeunes catholiques, ils ont besoin de signes, ils ont besoin d'une belle liturgie. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose que le prochain pape devra voir. Il y a un combat que j'ai trouvé pour ma part brutal et assez injuste du pape François contre la liturgie traditionnelle, ce qu'on appelle la messe en latin. Et on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par la beauté de cette liturgie. Pourquoi ne pas les laisser libres? Le pape disait: qui suis-je pour juger? Je trouve que ça aurait pu aussi s'appliquer à cette tranche-là, à cette frange-là du catholicisme. Donc effectivement, je pense que le prochain pape, ça devra être quelqu'un qui accepte que le catholicisme doit prendre toute sa place, toute sa visibilité, et aussi assure l'unité. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Le pape François... Il aurait divisé, le pape François. Alors, donc le pape François... On dit souvent populaire à l'extérieur de l'Église, clivant à l'intérieur de l'Église. Oui, et je pense que c'est aussi comme ça que l'Église avance. Quand Jean XXIII convoque le Concile Vatican II, il provoque un séisme qui sera ensuite... ce concile qui sera géré par Paul VI, puisque ce sera lui véritablement le pape qui va mettre en œuvre le concile Vatican II. Donc il y a des moments où l'Église bouge beaucoup. Le danger, ce sont ces tensions, ce sont ces incompréhensions. Je parlais de celles sur la liturgie, et il me semble que après un pape François qui a été un homme qui a beaucoup secoué l'Église, on peut le dire, on aura peut-être besoin d'un pape plus rassurant, ou peut-être plus apaisant. Mais ça, c'est aux cardinaux d'en décider, aux cardinaux et à l'Esprit Saint, parce que vous savez que pour les chrétiens, c'est pas seulement des hommes qui élisent le pape, c'est aussi le Dieu à travers l'Esprit Saint qui leur inspire le nom du nouveau pape. Merci Guillaume Roquette d'avoir été avec nous. Je remontre à nouveau la couverture du Figaro Magazine, consacrée bien sûr un numéro hommage au pape François, avec cette très belle photo du pape François. Merci d'avoir été avec nous. On part à New York où nous attend Margot Dademar. Elle est journaliste au Figaro, elle est l'envoyée spéciale du Figaro. Elle suit là-bas le nouveau procès de l'ancien producteur roi Harvey Weinstein. Bonjour Margot Dademar, il est un peu tôt chez vous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Anne-Emmanuel, je vous entends très bien. Effectivement, il est 6h du matin ici à New York. Alors, le nouveau procès d'Harvey Weinstein se tient, ça a démarré il y a quelques jours. D'abord, pourquoi ce nouveau procès ?
Alors effectivement, il y a quelques jours, enfin la semaine dernière, a débuté le procès d'Harvey Weinstein avec une étape fondamentale dans le procès américain qui est la sélection du jury. Il s'agissait pour la Cour criminelle de Manhattan de sélectionner, enfin en tout cas pour les procureurs et l'avocat de la défense, de sélectionner 12 jurés et 6 suppléants. Mardi soir, le jury avait été sélectionné et hier, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet avec ce qu'on appelle les plaidoiries d'ouverture. Donc c'est à la fois la procureure qui rapporte le récit des plaignantes et l'avocat de Weinstein qui a plaidé non coupable. Et ça a été vraiment un moment assez fort du procès parce que Harvey Weinstein a déjà été condamné en 2023 à 20 ans de réclusion criminelle et c'est une condamnation qui avait été ensuite annulée par la Cour d'appel de New York, qui est la plus haute juridiction new-yorkaise. Et cette annulation avait été motivée par le fait que le juge avait estimé que le procès n'avait pas été équitable, parce que 3 femmes avaient témoigné en relayant des faits d'agression sexuelle qu'elles auraient subis. Or, elles n'avaient pas poursuivi Weinstein pour ces faits-là, et donc la Cour d'appel de New York a estimé que le procès n'était pas équitable. Donc aujourd'hui, je me trouve donc devant, vous voyez derrière moi, la Cour criminelle de Manhattan, et on s'apprête à continuer le procès qui a débuté la semaine dernière. Margot, est-ce que vous avez vu Harvey Weinstein et dans quel état de santé est-il? Est-ce qu'il s'est déjà un peu exprimé? Alors oui, Harvey Weinstein est là. Il est arrivé en chaise roulante. Alors il avait déjà fait une première apparition très remarqué lors de son procès en 2020. Il était venu en déambulateur et là, donc il a délaissé son déambulateur pour cette chaise roulante. Il a le visage assez émacié. C'est vrai que, alors, à en croire son avocat, il est extrêmement fatigué. C'est pourquoi il a demandé à ce qu'il soit transféré de la prison Rikers Island où il était détenu provisoirement pour une autre peine qu'il purge. Qu'il a été condamné par le tribunal de Los Angeles à 16 ans de prison pour des faits d'agression. Donc là, quand Harvey Weinstein arrive dans la salle d'audience, déjà il est menotté, il a des menottes au poignet gauche qui sont attachées à sa chaise roulante et donc normalement il devrait être à Rikers Island, mais là, comme l'avocat a demandé à ce qu'il soit dans de bonnes conditions pour ce deuxième procès, il a été transféré à l'hôpital Bellevue de New York où il dort aujourd'hui tous les soirs. Qui sont les 3 femmes, Margot d'Adhémar, qui vont témoigner contre lui? Alors, il y a 3 femmes effectivement qui l'accusent de faits d'agression sexuelle et de viol. Tout d'abord, il y a Myriam Alley qui l'accuse donc de lui avoir imposé des actes sexuels. Il y a aussi Jessica Mann qui était à l'époque une actrice en herbe, une jeune actrice, et aussi une nouvelle accusatrice qui n'était pas présente lors du procès précédent à New York, qui s'appelle Kaja Sokola, qui est une ancienne mannequin polonaise, et donc toutes les 3 l'accusent de faits similaires. Elles auraient été agressées sexuellement ou violées dans des chambres d'hôtel à Manhattan, avec cette subtilité concernant le cas de Jessica Mann, donc l'actrice, qui elle a entretenu une relation suivie avec Weinstein et qui donc explique qu'il y a à la fois des relations sexuelles qui étaient consenties et d'autres qui ne l'étaient pas. Voilà, donc ça présente une difficulté supplémentaire. Alors justement, est-ce que vous avez des informations sur la défense, la stratégie de la défense d'Harvey Weinstein? Son avocat principal, c'est un certain Arthur Aidala.
Tout à fait, Arthur Aidala qui donc hier a plaidé non coupable pour Harvey Weinstein et qui lui explique qu'effectivement il y a eu des relations sexuelles mais que tout était consenti et il a expliqué d'ailleurs au juré que la promotion canapé n'était pas un crime et que finalement il est allé très très loin et il est allé jusqu'à insinuer hier que ce serait Harvey Weinstein lui-même qui aurait été manipulé par ces femmes, puisque, à croire Arthur Aidala, elles auraient profité de la célébrité du producteur hollywoodien pour justement lui réclamer de l'argent et potentiellement avoir des rôles dans des films. Alors en face, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un jury de 12 personnes, 7 femmes, 5 hommes. C'est un jury plus féminin que précédemment. Est-ce que ça, c'est un élément qui va peser sur ce procès? Et qu'est-ce que risque surtout, en termes de peine, Harvey Weinstein dans ce nouveau procès, Margot Dademar? Alors, effectivement, c'est un jury beaucoup plus féminin. Mais alors, il y a aussi une grande diversité dans ce jury. Il y a à la fois un diététicien, un photographe, un ingénieur, un chercheur en physique. Parce que voilà, aux États-Unis, le jury est quand même censé représenter aussi la société du comté dans lequel se tient le procès. Ici, donc, c'est un jury assez représentatif du comté donc de Manhattan, du comté de New York. Qu'est-ce que risque Harvey Weinstein? Eh ben, écoutez, Anne-Emmanuel, il risque, j'ai envie de dire presque autant que ceux qu'il a écopé il y a quelques années, c'est-à-dire une vingtaine d'années de prison. Alors après, est-ce qu'il y a un véritable enjeu pour Harvey Weinstein? Pas nécessairement, puisqu'il est très âgé, hein, il a 73 ans. Il est déjà en train de purger sa peine de prison, donc 16 ans de prison pour des faits pour des faits d'agression sexuelle, donc voilà, similaire. Donc bon, il n'y a pas un véritable enjeu, il risque pas de sortir de prison, il risque plutôt de terminer sa vie en prison, mais après, c'est vrai il conteste toujours les faits pour lesquels il a été condamné, il a d'ailleurs fait appel, donc peut-être qu'il reste pour lui un espoir de pouvoir un jour quand même sortir de prison. Au-delà de ses avocats qui l'entourent, Harvey Weinstein, est-ce que c'est un homme qui a un soutien familial, amical, ou est-ce que c'est un homme seul avec ses avocats qui affronte ce nouveau procès ? Écoutez, en tout cas, quand on le voit dans la salle d'audience, il est très entouré par ses avocats. Il a l'air assez résigné. Après, est-ce qu'il est seul ou pas, c'est une grande question. Peu de gens ont contact avec lui puisqu'il est enfermé dans cette prison. Enfin, il était la semaine dernière Rikers Island, qui est réputé pour être une prison tout particulièrement difficile. Pour rappel, c'est dans cette même prison que Dominique Strauss-Kahn avait été incarcéré lors de sa détention provisoire. Et bon, voilà, là pour l'instant, je pense qu'il est voilà, c'est le fait qu'il soit à l'hôpital Bellevue fait quand même que sa santé, sans qu'elle s'améliore, son état de santé est plutôt bon. Il a l'air assez réjoui. En tout cas, il sourit régulièrement, même si bon, il arrive en fauteuil roulant. Donc voilà, on ne peut que suggérer certaines choses concernant sa vie personnelle et son état de santé, mais voilà, en tout cas, il n'a pas l'air complètement au fond du trou. Ce procès, il est conduit par un juge, le juge Curtis Farber. Que sait-on de ce juge, Margot Dademar, à ses premiers jours du procès d'Harvey Weinstein qui s'ouvre donc à Manhattan ? Alors, il faut savoir que donc aux États-Unis, le juge a vraiment
comme un rôle d'arbitre, c'est-à-dire que contrairement à la procédure pénale française où le président est vraiment celui qui rythme le procès, là ça s'apparente davantage à une sorte de ring où l'avocat de la défense et les procureurs vont s'affronter, et le juge Curtis Faber, lui, est beaucoup plus effacé. Il n'intervient quasiment pas durant le procès. Voilà, il faut comprendre que c'est quand même une façon de rendre la justice qui est totalement différente de la nôtre. Quel est le programme là, des 2 prochains jours, Margot Dademar? Quand est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? Et on y est rentré hier finalement avec le rappel des faits. On n'a pas de programme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de planning qui est établi. C'est vraiment en fonction des témoins qui vont être présents. Il y a plusieurs témoins qui devraient être entendus. En tout cas, ce qu'on attend avec beaucoup d'impatience, c'est la venue des plaignantes et le témoignage de ces 3 femmes qui pourraient venir livrer leur récit. J'aimerais savoir quelle est l'ambiance autour de ce procès à New York. Est-ce que on en parle beaucoup dans la presse? Est-ce que l'opinion publique s'est saisie du sujet, ou est-ce que vous avez le sentiment que la ville est passée à autre chose, hein? Je rappelle, il y a eu un premier procès déjà en 2020. Quelle est l'ambiance autour de ce procès d'Harvey Weinstein? Alors c'est très intéressant parce que contrairement au procès précédent où il y avait des manifestants devant la cour criminelle de Manhattan, où il y avait du monde pour crier voilà Weinstein violeur, etc. Aujourd'hui il n'y a personne, mais vraiment personne. Même hier Anne-Emmanuel, où c'était vraiment la journée clé puisque c'était la journée d'ouverture du procès. Il n'y avait aucun collectif féministe, aucun manifestant dehors. Ce qui est assez frappant d'ailleurs, on a l'impression que les Américains, en tout cas les New-Yorkais, se désintéressent complètement de ce procès. En revanche, ils se passionnent pour un autre procès qui a lieu à quelques mètres de là. C'est le procès de Luigi Mangione, qui est un jeune homme qui a assassiné en pleine rue le PDG d'une assurance santé United Healthcare. Et donc il a assassiné cet homme, et maintenant il y a une sorte de soutien populaire assez important. Il est devenu une figure, et il y a beaucoup de personnes qui le soutiennent en disant il a bien fait parce que le système de santé aux États-Unis est un scandale, il y a tellement d'argent en jeu, on comprend tout à fait son envie de se venger. Donc c'est vrai que les Américains semblent intéressés par tout à fait d'autres sujets de société. Et à titre d'exemple aussi, Anne-Emmanuel, concernant les journalistes, écoutez, ils étaient une centaine hier, ce qui était assez peu comparé par exemple au procès de Donald Trump, qui était récemment jugé pour avoir donné de l'argent à une ancienne star de l'industrie pornographique, où là il y avait énormément de monde. Et une journaliste locale me disait voilà, j'ai dû venir à 5h du matin et le tribunal, le couloir à côté de la salle d'audience était déjà rempli de journalistes. Là, ici, il y avait effectivement une centaine de journalistes, mais pas autant de monde que pour les 2 procès que je viens de citer. Merci Margot Dademar, merci d'avoir été avec nous, et puis bien sûr on va vous lire tout au long de ces prochains jours. Vous allez nous relater pour Le Figaro bien évidemment ce procès d'Harvey Weinstein, ce nouveau procès qui se déroule aux États-Unis, à New York. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous. On quitte New York et on va retourner à Rome, retrouver Timothée Delem, qui est notre envoyé spécial. Timothée Delem, vous êtes toujours sur la place Saint-Pierre de Rome. Autour de vous, la ferveur des fidèles continue. Racontez-nous ces fidèles qui viennent rendre un dernier hommage au pape François.
Ah oui, tout à fait, Anne-Emmanuel. Ici, c'est un petit peu deux salles, une ambiance. L'ambiance est évidemment celle du recueillement, celle de la prière, de la solennité également, avec ces près de 50 000 pèlerins qui se sont d'ores et déjà rendus à l'intérieur. Au plus près du corps du pape François, une affluence telle que le Saint-Siège a d'ailleurs décidé d'ouvrir les portes de la basilique jusqu'à 5 h du matin la nuit dernière contre minuit, ce qui était prévu initialement. C'était une évidence de venir, c'était comme un appel. Voilà, c'est ce que me confiait par exemple ce matin un fidèle romain qui s'est rendu dans la nuit auprès du pape François. Et puis l'autre salle, si je puis dire, c'est celle de la maison Sainte-Marthe. Vous savez, là où vivait le pape François, c'est à quelques mètres d'ici et c'est surtout là que se déroulent ces jours-ci les fameuses congrégations générales, ces réunions entre cardinaux pour préparer la suite, préparer évidemment le conclave. Ils sont une centaine de cardinaux à être arrivés à Rome ces jours-ci. C'est le cas par exemple du cardinal archevêque de Bangui en Centrafrique, le cardinal Dieudonné Nzapalangwa. C'est un proche du pape François. Il nous a confié son état d'esprit il y a quelques jours de l'entrée en conclave. Je vous propose de l'écouter. J'ai parlé de celui qui rassemble, celui qui conduit vers le Christ, celui qui conduit vers Dieu. La grande qualité, c'est la qualité spirituelle à avoir et l'humain pourra suivre aussi. Oui, parce que certains disent qu'il y a un courant conservateur au sein de l'Église, qui serait contre un courant réformiste, un courant plus progressiste. Est-ce que vous craignez que cela se manifeste pendant ce conclave? Eh bien, je prie pour que l'Esprit Saint travaille nos cœurs, pour que ce moment soit un moment paisible, lucide, afin qu'on arrive à proposer à l'Église universelle, pour ne pas dire au monde entier, le successeur de Saint-Pierre. On a parlé de l'Afrique. À chaque conclave, on se dit que c'est peut-être le moment d'avoir enfin, pour la première fois, un pape africain. Est-ce que vous le souhaitez? Ben, le pape africain, c'est le pape, ou bien encore le pape, plutôt, c'est le pape que les cardinaux vont choisir. Il ne faudrait pas nous focaliser sur un continent, sur une personne. Non, bien au contraire, focalisons-nous dans la prière pour que le Seigneur nous donne le successeur de Saint-Pierre. Donc, c'est à ce niveau-là, je demande à tous les chrétiens plutôt de prier. Le Seigneur donnera un successeur à la suite de Pierre, pour ne pas dire qui continuera la mission que le pape François nous a laissée. La dernière congrégation générale a eu lieu ce matin à 9 h. Elle a duré près de 1 h 30. Ce type de réunion va en tout cas se succéder jusqu'à l'entrée en conclave. Ce devrait être entre le 5 et le 10 mai prochain. Merci Timothée Delem d'avoir été avec nous et puis on vous retrouve demain et bien évidemment samedi, une émission spéciale sur Figaro TV animée par Vincent Roux avec vous bien sûr Timothée Delem et de nombreux invités en plateau et on vivra cet événement mondial des obsèques du pape François. Les chrétiens lui rendront un dernier hommage et un dernier au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour Père Charles Bonin. Bonjour Anne-Emmanuel. Vous êtes curé doyen en Isère, vous êtes responsable de 5 paroisses et vous êtes également l'auteur de ce livre que l'on va voir à l'image. Faut-il se préparer à la fin des temps aux éditions Artege? On y reviendra. Alors revenons bien sûr, parlons du pape François, c'est la raison de votre présence ici, un pape qui a disparu un jour très particulier pour les chrétiens. C'était lundi dernier, un lundi de Pâques. Comment vous avez vécu ce moment, vous, à l'issue, en pleine célébration de ce grand week-end pascal? Alors c'était un peu une surprise bien sûr parce qu'on l'avait vu la veille. Bien sûr. Souhaiter une joyeuse Pâques à tous les fidèles. Alors certes il était affaibli, on s'attendait effectivement à vivre ces derniers jours lorsqu'il était à l'hôpital, mais lorsqu'il est apparu, il y avait peut-être une lueur d'espérance, mais c'est un beau signe qui est donné au monde et à l'Église de voir le pape s'éteindre le jour de Pâques où on fête la résurrection. Pâques, ça veut dire passage. Eh bien, il est passé de cette vie à l'autre vie, des ténèbres aussi à la lumière, de la mort à la vie en plénitude. Donc, c'est un beau signal d'espérance. Un beau signal d'espérance. Alors, c'est un pape qui a voulu jusqu'au bout, exercer sa charge très 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 lourde, malgré la maladie, malgré la souffrance. Il a été hospitalisé. Qu'est-ce que cela
vous inspire, vous, Père Charles Bonin? Alors la mort, elle nous confronte toujours à notre propre finitude, la souffrance aussi, et il manifeste dans ce jusqu'au boutisme, comme l'avait fait avant lui Jean-Paul II, cette espérance de la vie plus forte que la mort et de la vie donnée. En allant jusqu'au bout de sa mission, il est allé jusqu'au bout de ce qui était attendu de lui, et il a rendu l'esprit un peu comme le Christ le fait en croix, en donnant sa vie. Donc c'est là aussi encore un beau signe du don de soi qu'il a manifesté. Quel regard vous portez sur ce pape François, sa personnalité, son style, populaire pour les uns, clivant pour les autres? Est-ce que vous pouvez me donner votre regard, votre sensibilité à ce pape-là? Oui, bien sûr. C'est un pape qui a bousculé les codes, oui. Très certainement, mais qui avait tout annoncé dans son programme. Bon, il n'y a pas de programme pour les papes, ce ne sont pas des hommes politiques, mais il l'avait tout annoncé en choisissant ce nom de François. Oui. Dans ce nom de François, il se place sous le patronage de saint François d'Assise, qui était l'homme, comme il l'a rappelé dès le début de son pontificat, l'homme qui a épousé la pauvreté, l'homme de la paix et l'homme de la création. Ces trois aspects de la personnalité de François d'Assise, que François d'Assise a vécu à travers trois rencontres, sa rencontre avec le lépreux, sa rencontre avec le sultan et puis sa rencontre avec la création, le pape François les a incarnés dans son style, dans sa vie et dans ses encycliques. Vous aimiez, vous, ce style, parfois qu'on peut peut-être qualifier de provocateur du pape? C'est un style qui vous allez bien, Père Bonin, ou vous aimez plutôt les personnalités plus pacificatrices, entre guillemets? Alors oui et non, parce qu'on n'aime jamais tellement être bousculé, ouais. Mais en même temps ça nous fait du bien. Ça rafraîchit, c'est ça? Ça nous rafraîchit, ça dépoussière et ça fait réfléchir. Donc c'est toujours bon d'être bousculé, et le Christ le premier l'a fait. Donc c'est aussi encourageant pour nous. Il est dans les pas du Christ et dans l'héritage effectivement de Jésus, qui n'hésitait pas à bousculer les prêtres du temple, à bousculer les gens, son entourage, même le plus proche. Sans doute, et puis pour son amour pour les pauvres, il se met vraiment dans les pas du Christ. Le Matthieu 25 le rappelle, c'est à ce que vous avez fait pour le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc il s'est efforcé de vivre cette option préférentielle pour les pauvres qui est dans la doctrine sociale de l'Église, en allant en premier vers les périphéries, vers les plus petits. C'est un mot important, périphérie, ouais. Pour lui, oui, c'est sûr. Pour le pape. Vous êtes prêtre, curé doyen de 5 paroisses en Isère, dans un milieu rural, évidemment très proche de la montagne. Comment vos paroissiens ont réagi à ce décès soudain du pape à l'issue de ce week-end pascal, et quel lien ont vos ouailles, si je puis dire, avec ce pape qui, évidemment, est à Rome? Alors, j'ai été très étonné par la mobilisation que ça a suscité tout de suite sur les réseaux, parce que même si on est à la campagne, on a quand même des réseaux sociaux. Sûr, oui. Et les paroissiens se sont mobilisés pour aller dans les églises, sonner le glas, et puis prier le chapelet pour le repos de l'âme du pape François, pour son successeur, et pour l'Église. Et ça, vous dites, vous avez été surpris. Pourquoi vous étiez surpris? De cette mobilisation spontanée. Alors, il était très aimé, je pense, par vos paroissiens l'aimaient, étaient attachés à sa... Oui, je pense qu'effectivement, il y avait vraiment cet attachement au pape pour sa simplicité. C'était un pape des pauvres, mais et un pape des périphéries, on l'a dit, mais un pape qui était proche, un pape de la rencontre, qui allait beaucoup en proximité. Et ça a touché tout le monde, je pense. Ça a touché tout le monde. Au-delà de tous les clivages qu'on peut parfois lui reprocher, et des opinions des uns et des autres. Oui. Voilà. Et même parmi mes paroissiens, il y avait parfois des discussions pour ou contre, mais quand même cette reconnaissance de sa proximité et de sa simplicité. Un pape, on l'évoquait tout à l'heure avec Guillaume Roquette, qui était sensible à la piété populaire, ce qu'on appelle parfois, et ce qui n'est pas toujours très positif, la foi du charbonnier. C'était quelque chose auquel étaient sensibles aussi vos paroissiens?
pas tant que ça, ou c'était moins important cet aspect-là pour eux? Oui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le milieu rural. Le dernier voyage du pape en Corse était dédié à cette piété populaire. C'est quelque chose qui a beaucoup touché aussi, et on le voit dans nos campagnes. Les gens sont attachés à leur clocher, à leur saint patron. On a relancé aux processions, on a relancé les rogations, donc qui sont une procession qu'on fait toujours la veille de l'Ascension, qui était un petit peu tombée en désuétude. Et ça fait 5 ans qu'on a relancé ça sur le territoire de la Bièvre où je suis. Et tous les ans, il y a de plus en plus de monde qui suit ces processions, qui ne sont pas de la superstition, mais qui sont une reconnaissance du don de Dieu dans sa création, une reconnaissance du travail des agriculteurs, et puis une demande toute simple, toute humble, que cette création nous soit favorable, parce qu'on en a besoin pour subsister. Et je crois que le pape François a voulu valoriser cette piété populaire, cette piété incarner cette foi qui est vécue dans la réalité de notre quotidien, alors qu'on a peut-être tendance, surtout en Europe, en tout cas en France, à avoir une foi très intellectuelle. Cérébrale, c'est très ça ? cérébrale. Et il a rappelé que la foi est une question de vie, c'est pas une question seulement d'intelligence, c'est une question de vie et d'espérance qui s'incarne dans le quotidien. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'à travers vos paroissiens et le succès de ces professions, en tout cas la popularité grandissante de cette procession autour du week-end de l'Ascension, de la fête religieuse de l'Ascension, c'est une attente des fidèles, c'est ça ? On a besoin de signes, je crois. Et ça nourrit la foi ? Voilà, ça nourrit la foi, et ça donne une foi vécue. Et les jeunes aussi ont besoin de signes, ont besoin de rites également. On le voit dans tous ces jeunes qui demandent le baptême, ou ces adultes qui ont besoin d'une reconnaissance et d'une identité qui soit claire. Vous aussi, dans vos paroisses, lors de ce week-end pascal et lors des 40 jours qui précèdent Pâques, qu'on appelle le carême dans la religion chrétienne, vous avez vécu, vous avez ressenti plus de monde aux célébrations, et notamment des jeunes? Alors bien sûr, oui, et les célébrations qui sont les plus suivies, c'est le mercredi des cendres, parce qu'il y a ce signe des cendres qui marque le corps. L'entrée en carême. Voilà, et puis le dimanche des rameaux aussi, qui est très suivi de manière générale. Et ça a été le cas chez vous? Ça a été plus suivi que l'année dernière ou les années précédentes? Le mercredi des cendres, de manière très significative, oui. Les rameaux, il y a toujours beaucoup de monde. Voilà, et les gens sont attentifs à ces signes. Les baptêmes également, qu'on a fait pendant la vigile pascale, et qu'on fait par immersion depuis quelques années, et qui touche beaucoup parce que ça a du sens. Et je crois qu'on a une époque qui a besoin de sens. Et de symboles, c'est ça les signes. Les signes donnent du sens. Et on a besoin de ça, et je crois que le pape François y était très attentif. Un pape François qui, les funérailles vont être célébrées samedi. Un pape qui a revu le protocole de ces funérailles. Il sera dans un cercueil beaucoup plus simple que l'accoutumée. Comment vous allez-vous vivre ces funérailles depuis vos paroisses de l'Isère ? Alors ça va être suivi sur les réseaux sociaux, bien sûr, par la prière aussi, parce qu'on a besoin de se rassembler dans la prière. Et le pape, c'est celui qui unifie, c'est celui qui rassemble, et c'est le rôle de l'Église. Et dans un événement comme celui-ci, on a besoin de se rassembler aussi dans cette espérance qu'il a transmise. C'est son autobiographie, c'est Espère. Et la mort d'un pape, bien sûr, il y a cette tristesse parce que quelqu'un s'en va, mais le pape est mort, vive le pape, j'ai envie de dire, et on se rassemble aussi pour cette continuité de l'Église, et que cette espérance soit toujours vécue et portée dans l'Église. S'il fallait retenir du pape une image, un geste, qu'est-ce que vous retenez, vous, ou un moment, qu'est-ce que vous retenez de son pontificat, de ses
12 années de pontificat. J'étais très touché par ses gestes d'humilité. Son premier geste d'humilité lorsqu'il a été nommé pape, qu'il apparaît au balcon de Saint-Pierre et qui demande aux fidèles de prier pour lui et qui leur souhaite le bonsoir tout simplement. Également lorsqu'il est allé visiter les prisons, se laver les pieds des prisonniers. Et alors peut-être le geste qui m'a le plus touché, c'est lorsqu'il va s'agenouiller au pied de ces chefs d'État soudanais pour implorer la paix. Voilà, cet homme de paix qui se met en jeu, qui met sa vie en jeu, qui donne sa vie et qui se met au pied de ses chefs d'État pour demander la paix. Je trouve ça très, très fort. L'humilité et la simplicité du pape François. Faut-il se préparer à la fin des temps ? Grande question. Grande question. Ça fait même d'actualité. Ça fait même un peu peur. C'est le sujet de votre de votre ouvrage. Espérer, faut-il se préparer à la fin des temps, des éditions Artege. Espérer à la lumière de l'Évangile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et comment surtout on se prépare à la fin des temps Alors, faut pas en avoir peur, déjà, ça fait un petit peu peur, parce que la fin des temps, elle est déjà commencée, en fait, pour nous chrétiens. Elle commence avec la résurrection du Christ, qui nous introduit à sa gloire, par la résurrection. Et nous sommes promis à la résurrection. Donc, c'est un motif d'espérance, la fin des temps. Et toute la vie chrétienne, elle consiste justement à s'y préparer, en étant conscient du mal qui fait partie de notre humanité, et qui pourtant va être assumé par le Christ et transcendé pour nous ouvrir à la résurrection. Donc la vie chrétienne, eh bien, elle consiste à vivre de cette perspective, à vivre de cette espérance au-delà de la mort. La mort, elle peut être vécue comme un terme, comme une finitude, et quelque chose donc qui va faire peur et qui peut être angoissant, mais dans le mot fin, il y a aussi, dans l'acception française, il y a cette deuxième acception qui est celui de la finalité et du but, de savoir vers quoi on va, vers quoi on tend. Et cela est un motif d'espérance qui soutient et qui donne tout le sens de notre vie. Donc, et c'est tout l'enseignement du Christ, depuis les béatitudes jusqu'à son dernier discours, qui annonce cette fin des temps, mais qui est chargé de cette espérance et de cet encouragement à la veille pour se préparer à la gloire et à la vie en plénitude. Vous nous proposez donc à travers cet ouvrage qu'on va revoir à l'écran avant de retrouver très vite Timothée Delhemme, justement une réflexion sur cette fin des temps. Merci d'avoir été avec nous, Père Charles Bonin. Timothée Delhemme, on vous retrouve une dernière fois pour ces quelques minutes qui nous restent en direct de Rome où vous êtes, l'envoyé spécial du Figaro. Vous êtes avec une famille. Oui, tout à fait, Anne-Emmanuel. Je suis avec une famille qui est venue de Dax. Vous étiez venu initialement pour visiter Rome, puis il se trouve que vous, finalement, voilà, le pape François est décédé cette semaine. Et pour vous, vous me disiez, ça a particulièrement de sens d'être là à ce moment extrêmement important pour les catholiques. Oui, tout à fait. Donc, bien entendu, nous étions en voyage, nous faisons une croisière en famille, et puis il était prévu de visiter Rome et donc de venir sur la place Saint-Pierre. Mais là, aujourd'hui, c'est encore plus d'émotion de pouvoir vivre ce moment. Suite au décès de notre pape, donc nous allons participer à notre manière. Alors, ça va être du rapide puisque on a uniquement 1 heure pour rester sur la place. On va essayer de prendre tout ce qu'on peut au niveau de l'ambiance, des échanges, et ça restera un souvenir, je pense, inoubliable pour nous. Oui, vous me disiez qu'avec tout le monde qu'il y a, vous n'aurez malheureusement pas le temps de pouvoir pénétrer dans la basilique Saint-Pierre, mais malgré tout, pour vous, c'est important de pouvoir dire un dernier adieu au pape François. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, le pape François ? Nous étant d'une famille croyante et pratiquante, donc c'est un dernier hommage que nous allons lui rendre, donc en famille avec le petit, le grand et ma femme. Donc je pense que vraiment c'est symbolique et on pense très fort aux gens qui sont dans le monde entier, puis particulièrement dans notre région, dans les Landes, dans le Béarn, où on a toute notre famille près de Pau, et donc une pensée aussi pour ceux qui ont perdu récemment des êtres chers. C'est le cas aujourd'hui, puisqu'on a un ami qui sera enterré aujourd'hui, donc on pense à eux et qui sont dans la peine. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui. Une pensée effectivement pour tous les catholiques également de France qui aimeraient
peut-être être ici, effectivement, sur la place Saint-Pierre, dans ces moments historiques. Madame, qu'est-ce que ça représente pour vous également d'être là aujourd'hui? Alors pour moi, c'est un grand moment parce qu'effectivement, c'est une journée très particulière pour nous. Donc nous partageons la peine de beaucoup de gens du monde entier et c'est effectivement une journée où on pense très fort à nos êtres très chers et puis tous ceux qui sont dans l'amour et dans la prière. Qu'est-ce que vous retiendrez finalement de ce séjour romain qui finalement s'est pas forcément passé comme prévu, mais en même temps vous me disiez voilà, c'est quand même une chance d'être là aujourd'hui? Oui, puisque je pense qu'il y a des gens du monde entier qui voudraient être à notre place et nous je considère qu'on a une chance énorme d'être là cette semaine. Donc un grand souvenir, je pense que nous garderons à jamais et puis je pense que nos fils s'en rappelleront toute leur vie aussi. Merci beaucoup, merci à vous pour ce témoignage. Voilà Daniel, ici toujours beaucoup de monde, ça parle un petit peu toutes les langues et notamment le français comme vous pouvez le constater du monde entier qui vient justement sur cette place Saint-Pierre. Le français avec un très joli accent de Dax. Merci à cette famille d'avoir été avec nous. Merci Timothée Delem d'avoir été avec nous. L'affluence continue pour rendre hommage au pape encore ce jeudi. Le cercueil sera fermé vendredi soir pour les funérailles qui auront lieu samedi à 10h, une émission spéciale présentée par Vincent Roux en direct sur Figaro TV. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité. On se retrouve très vite. Au revoir.